Bah voilà, ça marche. Et voilà, on est là. On a cru qu'il y aurait un petit problème technique. Alors bonjour à tous. Je voulais annoncer Success Stories, deuxième Success Stories de la saison. Allez, on va dire ça comme ça. Je me la pète. Avec Gaspard G. Bonjour. YouTubeur. Donc j'espère que vous serez nombreux à vous connecter. Je sais qu'on a un petit décalage horaire avec la France. Vous êtes déjà passé à l'heure d'hiver, quand nous on n'y est pas encore. On y passera seulement dimanche, donc 5 heures de décalage horaire. Gaspard est arrivé à Montréal il y a 2 ans avec ses parents, immigration faite en famille. Il est aujourd'hui suivi par 175 000 personnes sur YouTube, donc un youtubeur de renom, je peux dire ça. Merci. Gaspard d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Et on est ici pour parler un peu d'immigration, de sa réussite, voilà, de ses projets à venir, puisqu'il est également étudiant en plus d'être youtubeur. Et donc avoir un peu une ouverture sur la vie de Montréal en tant que jeune étudiant et en tant que youtubeur. Super. Voilà. Beau programme. Donc Gaspard, est-ce que tu peux déjà m'expliquer en fait ce que tu as ressenti la première fois que tes parents t'ont dit que tu allais venir vivre à Montréal, sachant qu'il me semble que tu avais déjà vécu une expérience seule. Ouais, à l'étranger. À l'étranger. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis parti... Donc j'ai 19 ans aujourd'hui, je vais avoir 20 ans dans quelques jours. Et comment ça s'est passé? J'ai passé 15 ans, j'ai grandi 15 ans en France. Et à 16 ans, après une adolescence un peu mouvementée, je me suis dit j'ai envie de partir. Et du coup, j'ai demandé à mes parents, est-ce que vous me laisseriez une année sabbatique pour partir découvrir les joies de découvrir le monde? Ils m'ont dit ok. Et on connaissait une famille américaine dans la baie de San Francisco. Et du coup, je suis parti là-bas pendant 1 an. J'ai été scolarisé, entre guillemets, puisque je passais plus de temps. La maman de cette famille a travaillé chez Photoshop. C'était la 3e, numéro 3 chez Photoshop. Donc du coup, incroyable. J'ai fait pas mal d'expériences là-bas dans la Silicon Valley. Et donc, j'ai passé une année formidable. J'ai développé ma chaîne YouTube, tout ça. Et ensuite... en revenant en France, mes parents m'ont dit bon, on déménage à Montréal dans 3 semaines. Ah, tu ne savais pas quand tu es rentré. Tu étais plus ou moins au courant du projet. Ils m'avaient dit bon, écoute, voilà, ça avance. Mon père était déjà parti un peu en repérage. D'accord. Dans le Saguenay, donc à Chicoutimi, donc à 5 heures de voiture d'ici, je pense, de Montréal. Donc pas hyper marrant parce que l'hiver, parce que beaucoup de neige, parce que le Saguenay. Parce que pas très grande ville. Parce que Chicoutimi, pas très grande ville, ouais. Et pas très représentative non plus de Montréal. Enfin, chaque espace est assez différent et a ses particularités. C'est ça. Et voilà, donc on est arrivé à Montréal en août 2015 ou 16. Quand tu es rentré en France, juste avant de partir, tes cartons étaient déjà faits? Oui, bon après j'avais eu l'habitude de voyager léger, de vivre léger, parce que j'ai passé quand même un an avec juste une valise. Et un ordinateur. Et un ordinateur. Un ordinateur quand même qui est accroché. Tout beau youtubeur doit avoir accroché sur ce mur d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc, on arrive à Montréal il y a 2 ans et demi. Et j'ai terminé... Alors oui, c'est ça. Donc on arrive à Montréal il y a 2 ans et demi. J'ai été rescolarisé pour avoir mon bac quand même. Donc important. En fait, est-ce que tu es retourné une année en arrière? Est-ce que ton année à San Francisco... Alors comment ça s'est passé? C'est que j'ai quitté la France, je venais de finir mon année de première ES dans un lycée du Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Et j'ai passé une année sabbatique. J'ai été scolarisé dans le système américain, mais j'ai fait une graduation, mais ça comptait pas trop. Enfin, aujourd'hui, je le mets même pas dans un CV, tu vois, par exemple. D'accord. Il y a juste un gap d'une année. Et voilà, et ensuite j'ai... Tu es retourné donc en première. Je suis retourné en terminale, pardon. En terminale, pour avoir mon bac. Pour avoir ton bac. Pour terminer cette éducation à la française, ici, à Montréal. Et tu as été scolarisé où alors? À Marie-de-France, CIMF, le Collège international Marie-de-France, qui est un très très bon lycée, que je recommande vivement, parce que voilà, je me suis fait mes amis à vie là-bas. D'accord. Et c'est l'un des 2 grands lycées, l'un des 2 lycées français, si je me trompe pas. C'est ça, il y a Stanislas et Collège international Marie-de-France. Exactement. Et j'ai été scolarisé là-bas. Donc toi, tu recommandes cet établissement? Tu trouves que pour un Français qui... Ah, je peux t'en faire l'éloge, mais continue. Pourquoi? Parce que Marie-de-France, c'est marrant que j'en parle comme ça, c'est rigolo. Marie-de-France, après je suis tombé sur une très bonne promotion. Je suis arrivé donc en terminale.
Il faut savoir que Marie de France, c'est un plus petit lycée que Stanislas. Tout à fait. C'est une plus petite institution, mais du coup, les gens se suivent quand même assez. Et ce que je trouve, ils se suivent depuis parfois le CP. Et j'ai des D'accord. amis qui ont jamais foutu un pied en France, qui ont la nationalité française parce qu'un parent français, etc. Mais D'accord. qui sont scolarisés là-bas. Ce qui fait que tous mes amis sont soit franco-russes, soit canadiens, marocains, soit etc. etc. Oui, je crois qu'il y a plus de 90 nations qui sont représentées Exactement. à Marie de France. Une sacrée binationalité, parfois trinationalité. C'est hyper intéressant, hyper enrichissant. C'est des gens qui ont vécu plein de choses, qui ont beaucoup voyagé en général, et qui finissent toujours par se retrouver un peu. On va dire que leur ethno-centre du monde est à Marie de France, et qu'autour, ils gravitent un petit peu autour. Donc j'ai des amis qui ont vécu 10 ans en Martinique, des amis qui ont vécu en Norvège, des amis qui ont vécu en Russie, et puis qui finissent par se retrouver à Montréal. Voilà. C'est Donc, super, c'est chouette. C'est hyper chouette. Et en termes de formation, est-ce que c'est vraiment une formation qui est très franco-française, système français? Est-ce qu'il y a quand même des adaptations pour des enfants qui sont un peu plus en difficulté? Parce que moi, ça m'est arrivé en fait de plutôt pour des enfants qui sont très dyslexiques, dyspraxie, ce genre de choses, de plutôt aller orienter les gens sur le système québécois, parce que personnellement, j'ai des enfants qui sont plus adaptés au système québécois. Mais est-ce que toi, de l'expérience que tu en as, ou de ce que tu as pu voir avec tes amis autour de toi, est-ce que quand même pour des personnes qui ont parfois des difficultés scolaires, c'est compliqué ou... Alors je t'avouerais que pour moi, je pourrais faire l'argument pour et je pourrais faire l'argument contre. D'accord. Parce que... Une idée de vidéo. Non, mais je suis arrivé à... Donc j'ai été déscolarisé 1 an du système français. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Je suis revenu... Bon, après, j'ai toujours été un peu le genre d'élève... genre, j'en foutais pas une. Et j'en ai jamais vraiment... j'ai jamais été le gros bosseur. Non, mais c'est vrai. Non, mais autant le dire. Et dans mon lycée en France, ça suffisait. Après, les lycées internationaux ont quand même une plus grande renommée. Il y a quand même un level up parce que plein de raisons, mais aussi parce qu'il y a une grosse ouverture sur le monde, donc forcément plus concurrentielle. Et donc, j'ai été impressionné par le niveau de maths, déjà, qui était assez intense. Surtout que tu avais Maths Québec en plus. Non, moi, j'ai pas fait les maths Québec, mais j'avais 4... Mon premier contrôle de mathématiques, j'ai eu 1 sur 20. Et ensuite, j'ai gravité autour de 4 et 7 sur 20 toute l'année en terminale. Et le bac? J'ai eu 17. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, mine de rien, non, mais tu vois, mine de rien... et quand le prof disait, bon là, vous allez voir, vous allez tous... Enfin, surtout les nouveaux, vous allez vous ramasser la gueule. Mais au moins, on vous prépare pour le bac. Et en effet, j'ai eu 17 sur 20. Et... Bon, après, j'avais un peu taffé quand même pour le bac. Mais ouais. Et après, pour les élèves en difficulté, je pense pas que Marie de France est... Je pense pas qu'il soit... Par rapport au lycée français que je connais, de France, je pense pas qu'il soit moins ou plus adapté aux élèves en difficulté. Après, de manière générale, je pense que le système français ne met pas forcément les compétences de tous les élèves en avant. Ils mettent un certain type de profil en avant, les profils très scolaires, avec, par exemple... Et même il faut être prêt à accepter l'échec et à avoir un 1 sur 20 pour malgré tout continuer à avoir confiance en soi et pouvoir sortir peut-être un 17 sur 20 au baccalauréat. C'est ça, moi j'avais développé une confiance en moi à travers mes années à l'étranger, à travers les activités que j'avais ma chaîne YouTube, j'avais lancé mon entreprise à 16 ans par rapport à ça. Donc du coup, j'avais 18 ans en terminale, je me suis pas dit, genre oui j'avais 1 sur 20, mais je me disais pas, ah putain je suis un loser, tout ça, parce que j'avais cette note-là. Après, je peux pas blâmer l'école, je blâme seulement le système français d'éducation qui, bien tu vois, qui met... il y a une citation, c'est quoi? C'est demande à un poisson de grapper un arbre, essaye de le juger là-dessus, enfin c'est ridicule. Ouais, c'est ça. Tu veux pas juger les gens par des compétences. On n'est pas tous des singes. Exactement. Non mais c'est ça, chacun a ses compétences. Et Marie de France, par contre, là où je vais pas parler pour Stanislas, c'est l'autre lycée français que je ne connais que trop peu. D'accord. Mais je pense que Marie de France a cette capacité aussi quand même à donner confiance à ses élèves à travers des activités. On est très très bon en théâtre à Marie de France. D'accord. Je dis on, tu vois, alors que j'ai quitté il y a 2 ans, mais je me sens encore, enfin j'ai encore mon intégré, pull, je le mets régulièrement, tu vois, mon pull Marie de France. D'accord. Toujours est-il que on a développé, enfin je crois qu'on gagne à peu près toutes les genre j'ai des très bons amis, malheureusement j'étais trop vieux et c'était l'année du bac, donc ils le faisaient pas vraiment.
mais je sais qu'il y a des compétitions de théâtre en Amérique du Nord et Marie de France allait faire ses pièces de théâtre, alors qu'en France on ferait une kermesse un jour, on ferait genre, allez, une pièce de théâtre. Là, ils sont partis en tournée à New York, à Chicago. Enfin, un délire. C'est extraordinaire. C'est pas mon expérience, c'est l'expérience qui m'a été relatée par la plupart de mes très bons amis qui pratiquent le théâtre. Mais ils ont cette capacité à Marie de France et globalement en Amérique du Nord, je trouve, à mettre en avant quand même des capacités de certains profils, de certains élèves, plus que le ferait le système français. Ouais, c'est ça, apporter un projet et à faire en sorte que les personnes se sentent bien et prennent confiance en eux. Alors, tes premiers pas en dehors de cette école où finalement tu as rencontré tous tes meilleurs amis aujourd'hui, qui sont des personnes avec qui tu passes la plupart de ton temps, tu vis même avec eux maintenant. Je vis avec eux. Tes premiers pas dans l'immigration, tes premières semaines, tes premiers mois, est-ce que tu as encore des souvenirs de ça, de tes premières impressions? Oui. Alors c'est ça, on est arrivé en août 2015 avec donc j'ai un papa qui avait une opportunité de travail ici, qui travaille dans le secteur de l'industrie, hein, très globalement. D'accord. Et une maman qui est mère au foyer depuis la naissance de mon petit frère, qui a aujourd'hui, qui avait 10 ans au moment de l'immigration à peu près. D'accord. Et j'ai une petite sœur qui a 2 ans de moins que moi, donc tu vois, on est 3 enfants, 2 fils, une fille, et puis 2 parents, donc on a immigré à 5 ici. D'accord. On est arrivé donc à Montréal l'été, globalement super, le climat était... il fait très chaud à Montréal l'été. Il fait très chaud. Je suis contente de ne pas être la seule à le dire. Il fait très chaud à Montréal l'été. On t'avait dit que tu n'aurais jamais de soleil, qu'il ne ferait jamais chaud et que tu aurais toujours froid? Montréal est une ville bipolaire concernant le climat. C'est assez intéressant comme climat. On passe de l'Afrique au Groenland en fait. Non, c'est ça. C'est que quand je te dis qu'on est international, ça fonctionne aussi avec la météo. C'est ça. Vraiment. Non, mais il faisait bon. Je me souviens, on est arrivé dans cet appartement en centre-ville. Donc moi j'ai vécu 15 ans, j'ai grandi 15 ans à la campagne, dans la campagne nord de la France. Ma petite ville s'appelait Anglo, il y avait peut-être 500 habitants, peut-être un peu moins. Bah dis donc, il y a moins d'habitants que là où j'habitais moi. Ça... Ah oui, non, c'est donc vraiment... tout le monde est au courant de la vie de tout le monde. C'est un peu un délire comme ça, ouais. Et puis ça change radicalement de passer à... J'habitais une grande maison quand même dans la campagne lilloise et je suis passé de ça à la ville. Un plus petit appartement, mais en centre-ville. L'indépendance. L'indépendance totale. Mes parents, l'éducation de ma maman, qui était très stricte, un peu du milieu catholique, ça filait droit. Bourgeois et français. Non, mais voilà, très française. Voilà, Elle s'est métamorphosée en arrivant ici. Et j'en parlais encore avec ma sœur régulièrement. J'en parlais avec ma sœur, vraiment, vraiment, avant, c'était... à 9h, tout le monde est couché, il n'y a personne qui bronche, même à 16 ans, c'était ça. Et ici, il y a encore, ma sœur avait cours ce matin et elle est sortie en boîte hier soir. Et ma maman est au courant. Et vraiment, lâcher prise totale. Et non, mais il y a une confiance qui s'est développée, je sais pas comment expliquer ça. Je pense que c'est aussi la confiance. Alors, si tu peux laisser une maman parler... C'est-à-dire qu'en fait, en général, les frayeurs qu'on peut avoir, c'est pas des frayeurs qui sont vis-à-vis de nos enfants, c'est vis-à-vis de l'entourage de notre enfant. Et si tu es d'accord avec moi, la ville de Montréal est quand même une ville assez sécuritaire, donc c'est sûr qu'on laisse complètement la liberté à nos enfants à 14, 15, 16 ans de se déplacer, même à 13 ans, 11 ans. Hier, j'ai pris un Uber tout à l'heure. Oui. La dame me dit, hier, j'ai eu mon plus jeune client, 11 ans. Sincèrement, jamais j'aurais laissé mon enfant de 11 ans monter dans un Uber, je l'aurais tracé, appelé toutes les 5 minutes. Donc oui, en fait, la sécurité de cette ville fait qu'effectivement, en tant que parents, on va laisser un peu plus de liberté à nos enfants. Même concernant les sorties, moi je voyais, il fallait que j'ai une voiture... Enfin, personnellement, bon, c'est un peu une honte, je vais avoir 20 ans, je n'ai même pas le code, parce que... mais tu n'en as pas besoin ici. Mais absolument, et c'est ça qui est fou, c'est que je n'ai aucune motivation pour passer mon permis, parce que la ville de Montréal, il faut savoir, est très très bien desservie en transport en commun, je trouve, à part certaines zones, mais malheureusement, c'est des zones où on n'y va pas vraiment. En métro, on arrive vraiment... C'est ça, il y a vraiment un très bon réseau de transport, même les Uber, même s'ils font des petites crises auprès du gouvernement de temps en temps. C'est arrangé. Ils restent ici. Vraiment, c'est très très bien desservi. Et en effet, je pense que les parents peuvent être absolument confiants concernant la vie des jeunes ados qui découvrent parfois la vie nocturne
en allant en boîte de nuit, dans des bars, etc. Sécurité au maximum. Alors, bar, il parle de bar. Les bars, c'est pas avant 18 ans. C'est super réglementé. Est-ce que tu as déjà essayé de rentrer dans un bar avant 18 ans? J'ai fait mieux que ça. Mais alors, je te raconte une anecdote. Je conseille pas vraiment de faire ça. Mais j'aurais pas dû poser cette question, je vais le regretter. Non, mais très, très simplement, quand tu arrives à Montréal, tu dois avoir une carte d'assurance maladie. D'accord. Enfin, tu dois faire ta carte soleil. Tout à fait, la tu carte as vécu soleil. ça. Et cette carte soleil, donc, l'idée, c'est tu la renouvelles en général au début beaucoup. Pourquoi? Parce que tu changes ton statut d'immigration assez régulièrement au début de ton immigration. Ce qui s'est passé, c'est que en un an, j'ai dû changer peut-être 4 fois de carte soleil parce qu'aussi j'en avais perdu une. Sauf que quand j'ai eu 18 ans, j'avais ma carte soleil qui était valide et j'avais 4 autres cartes soleil qui n'étaient plus valides et qui ne servaient absolument à rien. Que tu as prêté? Je ne les ai même pas prêtés. Tu as interviewé Émile Roy récemment. Même Émile Roy, un ami à moi qui est québécois, il n'avait pas 18 ans, je lui ai filé ma carte soleil. Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y en a, alors, il y en a qui font comme toi et il y en a aussi qui s'offrent des fausses cartes d'identité. Ça, c'est vrai, il y a un business. Mais ça, c'est plus dangereux. Donc, c'est un peu plus dangereux. Non, parce que ça, c'est de la falsification de documents. Moi, ce que je faisais, c'était que je prêtais mon identité à ce qui est considéré comme des ados, des enfants, donc, et qui étaient en général des blonds aux yeux bleus, donc ça matchait pour l'auditeur. Ça marchait. Bon, écoute, c'est... Petite technique pour certains ados qui veulent sortir en boîte à 17 ans et qui sont frustrés parce que tous leurs amis ont 18 ans. Bon, pour mes enfants, désolé, vous êtes tous bruns aux yeux bruns, ça ne marchera pas. Non, et puis j'ai écoulé mon stock là, je n'ai plus rien. Bon, excellent. Alors aujourd'hui, HEC Montréal, enfin depuis 2 ans. Ouais. Est-ce que tu trouves cet établissement, j'entends beaucoup de gens dire que HEC Montréal ne vaut pas HEC Paris. Est-ce que tu as déjà entendu ce genre de réflexion? Est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus? Oui, j'ai un commentaire à faire là-dessus, absolument. HEC Montréal, c'est pas HEC Paris, c'est vrai. Et déjà, rien que dans le sigle, ça veut pas dire la même chose. Et ça, c'est important de le savoir quand même. Ça veut dire... Alors, je t'avouerais que même je demanderais aux gens qui travaillent à HEC Montréal et à HEC Paris, je suis pas sûr qu'ils sachent exactement ce que c'est. Je crois que c'est haute école de commerce et il y en a un, c'est haute étude de commerce, un truc comme ça. D'accord. Haute étude commerciale. Enfin, vraiment, ça joue sur des petits trucs. Il faut savoir que si je me trompe pas, et là, je vais peut-être dire une grosse connerie, il me semble que HEC Montréal a 1 an de moins que HEC Paris. D'accord. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'ils font le même mais ils ont changé de sigle et changé de nom à un moment, enfin, je sais plus. Les 2 écoles n'ont jamais été reliées. Et ça, c'est hyper important de savoir. D'accord. Voilà. Donc, une information importante. Mais, par rapport au fait que HEC Montréal n'est pas HEC Paris, c'est vrai. Est-ce que HEC Paris est la 6e meilleure école de commerce, je crois, selon Forbes ou quelque chose comme ça? Absolument. HEC Paris, c'est le top du top. C'est la crème de la crème. Je veux dire, en France et en Europe, globalement, tu ne peux pas faire grand-chose de mieux. Ce que a HEC Montréal, encore une fois, c'est le même discours que les différents types d'éducation. Je pense que HEC Montréal ne s'adresse pas du tout, mais alors pas du tout au même profil que HEC Paris. HEC Paris, c'est pour les gens qui ont eu plus de 20 au bac, pour ce genre de choses. Moi, j'ai toujours été un bosseur, mais sur mes projets perso. Et c'est vrai que bosser pour une note, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Après, est-ce que aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent, on va dire, parce que ça, tu vois, c'est une caractéristique que j'ai développée, c'est que je parle d'argent sans complexe, contrairement à mes amies françaises. C'est ça. Je gagne beaucoup plus d'argent que la plupart de mes... qu'une bonne partie, je pense, de mes amis étudiants. J'ai jamais eu à faire de job étudiant parce que je me suis créé mon propre job à 16 ans, parce que j'exerce cette passion depuis un moment et que j'ai réussi, surtout en arrivant à Montréal, à développer des skills de savoir comment vendre mon art, entre guillemets, à savoir le vidéomaking, le filmmaking. Et donc, j'ai cette chance-là de pouvoir vivre de ça. Mais je ne pourrais pas faire HEC Paris en même temps, tu vois, parce que c'est beaucoup trop de... Et de toute façon, je n'ai pas du tout le dossier et ce n'est pas du tout ce que je recherche. Alors que HEC Montréal, j'ai 3 grandes occupations actuellement. C'est que je suis étudiant à HEC Montréal, je monte une entreprise dont je ne parlerai pas plus actuellement, mais en parallèle de mes vidéos sur YouTube. Il la monte, donc elle n'est pas créée, on n'en parle pas. Janvier 2018, si tout va bien, je t'inviterai au lancement. D'accord. Et le troisième, ma troisième grande occupation, c'est que je suis dans pas mal d'associations à HEC Montréal. HEC Montréal, c'est l'un des plus grands BDE, Bureau des étudiants d'Amérique du Nord. On a 2 millions de dollars de budget annuel. Wow, c'est énorme. Et moi, je suis dans cette association mère qui s'appelle l'AEHEC. Donc, vous pouvez googliser ça si ça vous intéresse. Et on est le 2e plus grand bal d'Amérique du Nord.
Donc, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, il y a LMFAO. C'est un groupe d'électro quand qui, même, qui est venu. attends, J'en sais rien. Mes je parents connais ne la connaissaient MFAO, pas. hein. Mes parents Alors, moi je connaissaient suis pas tes parents, je suis plus jeune. funky. C'est bien. Mais qui est venu faire un événement. Donc, aujourd'hui, je pense, et je le dis avec beaucoup de fierté, sans que ce soit de la prétention, HEC Montréal a une vie étudiante et une richesse en termes de projets et de parascolaires, mais extraordinaire, qui vaut, je pense, toutes les expériences possibles en termes de cours dans d'autres écoles de commerce, beaucoup plus cotées, en sachant que c'est quand même assez sélectif. Il faut une mention bien au bac pour pouvoir y arriver. Et ensuite, après ça, c'est pas terminé. Tu as une année de prépa. Tu as une année de prépa à faire ici. C'est une Et prépa qu'est-ce qu'on intégrée. fait? Des maths, beaucoup de maths, énormément de maths. C'est pas méga le fun cette année-là, Ouais. mais tu rentres un petit peu dans l'école, tu découvres les trucs et tu es motivé pour avoir cette fucking année de prépa pour ensuite rentrer dans un baccalauréat de commerce qui dure 3 ans avec des spécialisés finance, entrepreneuriat, marketing, etc. Ensuite, possibilité de continuer avec McGill sur des masters, des trucs comme ça. T'as l'impression qu'on vous pousse un peu, on vous emmène à On te entreprendre, pousse complètement. on a confiance en vos projets, en vos idées. Et si tu veux savoir, et si tu veux tout savoir, aujourd'hui sur un programme qui s'appelle Agir du baccalauréat, je ne vais pas en parler davantage, mais grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on est un programme test au sein d'HEC. J'ai été sélectionné parmi des étudiants pour y participer. Et tous nos profs, en fait, l'idée, c'est d'apprendre aussi par la pratique. Donc on nous pousse vachement à faire des projets et tout ça. Et moi qui suis très pratico-pratique, ça m'aide énormément. D'accord. Et ma prof de comptabilité a fait un doctorat à HEC Paris. Donc tu vois, j'ai un prof qui a fait un truc dans une des meilleures écoles. Enfin, je vais pas parler de leur parcours eux parce que en tous les cas, ils sont les enseignants sont des les enseignants sont surqualifiés. D'accord. Et mes cours de comptabilité, on fait des trucs d'HEC Paris, tout ça. Donc nous, on n'est pas reliés du tout avec HEC Paris. Et après, on ferme cette parenthèse. D'accord, donc c'est vraiment 2 écoles très distinctes qui ne disent pas la même chose. Cependant, il y a quand même des personnes qui font HEC Paris, HEC Montréal. Après, je sais que les 2 écoles, autant HEC Paris que HEC Montréal, n'aiment pas être connectées l'une à l'autre. Mais enfin, c'est vrai que par le nom, ça peut y faire référence. Chaque école a ses spécificités. Exactement. Allez ouvrir les portes de ces écoles pour en savoir plus. Alors, j'ai une petite question pour toi. Vas-y. Est-ce que ton envie d'entreprendre et de créer, tu dis que c'était à 16 ans, est-ce que ça a un rapport avec le fait que tu aies quitté la France ou est-ce que c'est déjà quelque chose que tu avais en France et que tu avais déjà commencé à mettre en place? Non. J'avais pas cette envie d'entreprendre en France. En fait, j'ai dû déclarer... En fait, j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'avais 15 ans, j'étais en France. D'accord. Donc, j'étais passionné vraiment par faire des petites vidéos, machin, et tout sur Internet. J'ai découvert un petit peu ça. Donc, tu filmais avant, tu faisais le montage, tu publiais? Ouais, j'ai eu un blog de jeux vidéo aussi avec des rédacteurs. J'étais un peu le rédacteur en chef. Donc, j'avais des petits projets quand même. D'accord, quand même, déjà. Mais, donc, mettons, j'avais un petit truc comme ça. Mais ce qu'il a développé, c'est pas la France, c'est pas mon lycée français. Ça a été clairement comment expliquer? Ça a été l'ouverture d'esprit que m'a apporté, c'est ça, mes San voyages. Francisco. Exactement, mes voyages aux États-Unis, mes voyages, mon expérience de vie ici. Et c'est vraiment ça qui m'a. Ouais. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que vraiment, on peut croire en son rêve américain, entre guillemets, l'Amérique du Nord apporte vraiment et insuffle vraiment cette énergie? Absolument. Moi, c'est vraiment. Après, bon, je pense que ça fonctionne aussi beaucoup par l'entourage, tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'être très bien entouré. J'ai un papa qui n'est pas forcément entrepreneur, mais qui est quand même qui a cette fibre un peu de chef d'entreprise et de direction, on va dire. C'est ça, il a quand même quitté la France pour tout recommencer avec 3 enfants. Mais c'est ça, je pense. Donc voilà, c'est pas rien. Pour partir lui à Chicoutimi. En plus, je pense. Il y va lui. C'est cette. Quand les autres ils sont à Montréal et qu'ils ont les bars, le métro. Ah oui, non, c'est clair. Bon après, je ne dis pas que je ne connais pas Chicoutimi. Il faudrait que j'en parle avec ton père finalement et qu'il nous fasse des petites photos qu'on poste sur. Chicout, ouais. Mais voilà, c'est quand même très différent. Donc. C'est un autre délire complet, mais c'est ça. Oui, c'est clair que cette fibre entrepreneur.
je vais faire écho à ton dernier épisode de Success Stories avec l'un de mes très très bons amis que je salue s'il nous écoute. Salut Émile. Émile Roy, qui a un an de moins que moi. 2 ans, un an et demi, peut-être, quelque chose comme ça. Il a 18 ans, Émile. Et ouais. Mais il est entouré de. Il m'a fait découvrir, Émile m'a fait découvrir plein de monde ici à Montréal, des jeunes entrepreneurs comme je pense aussi à Kinétographe qui a produit. Ah, Kinétographe. Je les interview, ce sont mes prochains Success Stories, c'est Kinétographe. Bon, tu vois, tout se suit sur un petit fil rouge. Exactement. Mais Bah ouais, parce que je suis là en ce moment, je suis vraiment pas mal dans tous ces jeunes qui ont immigré ou pas, mais qui sont entrepreneurs, qui ont cet état d'esprit, qui réussissent. Je pense qu'ils sont portés par cette Amérique du Nord, donc excuse-moi pour cette petite parenthèse. Non, mais t'as raison. Et Kinétographe, un des fondateurs, des créateurs de Kinétographe, il a 16 ans, il avait 15 ans, ouais. Philippe Gagné-Côté, il avait 15 ans quand il a créé. J'avais déjà écrit un article sur eux il y a l'hiver dernier. Et ils cartonnent. Ils viennent de louer des bureaux, je crois des bureaux, ou d'acheter des bureaux. En tout cas, ils ont des bureaux dans le vieux port de Montréal. Donc c'est juste le rêve américain, très belle réussite pour des jeunes, donc voilà, mais très belle réussite pour toi aussi, puisque donc YouTuber, tu as quand même 175 000 followers, 175 000, plus de 175 000 followers. Ouais. Donc ton public est franco-français pour beaucoup. 90%, mon audience est à 90% française, oui, après j'essaie de la développer, j'ai des abonnés qui sont au Maroc, des abonnés qui sont en Belgique, des abonnés qui sont même aux États-Unis. Ils te parlent, ils t'écrivent? Oui, beaucoup. En plus, ça fait un peu référence à ce que tu fais toi aussi, mais beaucoup m'envoient des messages. J'arrive à San Francisco, j'arrive à Montréal. Tu les vois, ils veulent te voir? Oui, mais comme tu sais, je suis limité parfois par la logistique. Temps, bien sûr. Mais j'avais mis en place, alors là ça s'est un peu épuisé, mais j'avais mis en place une petite équipe de modérateurs, donc d'amis à moi qui se chargeaient de leur répondre sur ma page Facebook pour essayer de donner des conseils un peu à chacun. Après, c'est vrai que je suis pas non plus. Mon métier, c'est d'être. Enfin, mon métier. Bah, t'es d'abord étudiant. Je suis d'abord entrepreneur, étudiant, youtubeur, avant d'être une agence de relocalisation. C'est ça, ou de voyage, parce que c'est vrai que souvent on nous demande où aller, comment faire, quel restaurant, quel endroit. Bon, on aime bien le faire, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est pas toujours. Mais maintenant, je les référais du côté de Montréal. Ou à l'agence de Clotilde. C'est ça, exactement. Allez voir Clotilde, effectivement. Bon, très bien. Alors, est-ce que tu peux également nous parler un peu de tes projets d'entrepreneuriat, de ce que tu fais, de ce qui t'anime chaque jour un peu dans cette vie de jeune de 20 ans et qui fait que tu arrives en fait à faire tout ça? Comme je te l'ai dit, projet entrepreneuriat et quelque chose d'assez intéressant qui arrive, qui s'appelle Flick Media. Voilà, le nom n'est pas secret puisqu'il est là, c'est sur l'une de mes feuilles de motivation. Mais oui, c'est ça. Je pense vraiment que Montréal c'est une très bonne ville parce qu'on donne beaucoup la chance aux jeunes, et ça c'est important de le souligner parce que je pense pas qu'il y ait plus de jeunes entrepreneurs à Montréal qu'à Lille, qu'à Toulouse, qu'à Bruxelles ou qu'à Londres. D'accord. C'est juste qu'ici on leur donne la chance, on les pousse à se développer, on les pousse, on les réfère à certains organismes. Ici, il y a plein d'incubateurs d'entreprises, que ce soit par les banques, que ce soit par même les écoles. Moi, je suis énormément poussé à HEC Montréal à entreprendre. Je suis entouré de gens qui entreprennent. C'est marrant que tu parles des banques. Les banques suivent les jeunes? Les banques suivent plus facilement les jeunes ici à Montréal qu'en France. Après, la situation économique, le contexte économique, tout ça n'est pas le même. Non, ça je suis d'accord. En tout cas, dans mon entourage, alors je sais pas, après ça dépend, peut-être ça se trouve je suis tombé que sur des gens qui ont du bol ou que sur des gens qui ont des idées fabuleuses. Mais enfin, ces personnes-là font des prêts plus facilement, me disent-ils, que leur filiale en France, parce que parfois j'ai des amis... je pense à mon ami Camille qui travaille pour la boîte de sa sœur, la jeune start-up qui s'appelle Ocni Factory. Camille est aussi youtubeur, non? Camille fait un peu de tout, il est un peu comme moi. D'accord, vous êtes un peu des touches à tout. Mais enfin, il me parlait un petit peu de cette histoire de Ocni et apparemment entreprendre, c'était beaucoup plus facile pour la sœur de cette amie Camille à Montréal qui est aussi une diplômée d'ailleurs d'HEC Montréal. D'accord. Qu'en France.
Est-ce que c'est l'école qui donne confiance, HEC Montréal? Ah, bah ça vient d'ici, du coup c'est plus simple, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que de par l'expérience que j'ai et de par l'expérience de mes proches, je sais que oui, entreprendre à Montréal, on te donne de meilleurs outils pour mieux réussir. Et aussi, et je me permets 2 secondes, Non, vas-y. parce que c'est un truc dont il faut beaucoup parler, et ça je pense c'est important pour Les followers. tes followers Facebook de savoir, c'est ici on donne beaucoup d'importance à l'échec, mais on le valorise énormément aussi. On en parlait avec Émile Roy. Ah oui, ben, j'ai pas regardé tout, je l'avouerai, mais le pouvoir de l'échec, ici Alors, c'est... il ne le disait pas de cette façon-là, mais on parlait effectivement de la reconnaissance de l'échec. C'est assez extraordinaire. Le pouvoir de l'échec, qui est quelque chose d'avéré par beaucoup de sociologues, d'entrepreneurs, de personnes. Globalement, ici, on est en Amérique du Nord, mais particulièrement à Montréal, je trouve. On encourage énormément à essayer 10 projets à la fois, quitte à ce qu'il n'y en ait qu'un qui réussisse, c'est pas grave. Alors que en France, ou on va dire sur le vieux continent de manière plus générale, on va pointer du doigt la personne qui va essayer, qui va se casser la gueule au bout de 2 ans. Ah putain, le pauvre. Tu connais la parabole de la grenouille? Non, mais tu vas me la dire. Alors je vais vous expliquer la parabole de la grenouille. C'est un groupe de grenouilles, des grenouilles qui ont décidé tout ensemble, je vous la raconte déjà, je vous l'ai déjà raconté je crois. Elles décident tout ensemble de parcourir, de faire une course. Okay. La course, c'est de gravir la montagne en fait. C'est d'arriver au sommet de cette montagne. C'est pas forcément une course de vitesse, c'est vraiment pour des grenouilles de réussir à grimper ces 1900 mètres de montagne absolument immense. Ouais. Et donc elles sont encouragées par tous les gens autour d'elles, tous les autres animaux qui sont là, qui les encouragent en disant mais quel projet, allez-y, partez. Et puis au fur et à mesure que la course commence, eh bien, puis même un peu avant, les gens les découragent en disant ah, mais vous êtes folle, jamais vous allez y arriver, mais jamais vous y arriverez. Okay. Et donc au fur et à mesure de la course, tout le monde se met à abandonner, sauf une grenouille. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'elle était sourde. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Voilà. Et donc c'est vrai que parfois, il vaut mieux être un peu sourd dans certains pays pour pouvoir réussir à porter son projet, alors qu'ici, en fait, au contraire, tout le monde va t'encourager jusqu'au bout et effectivement porter un projet au bout, quitte à échouer, mais l'échec ne sera pas, reproché. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est un peu le même délire. Ouais, ok, je vois bien. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que c'est des valeurs, et ce genre de phrases, ce genre de paraboles, ce genre de petites histoires, c'est des trucs qui sont inculqués, je pense, à travers les valeurs, à travers l'éducation assez jeune. Et du coup, c'est vrai que c'est une mentalité qui prospère et qui se diffuse, même pour les gens qui ne sont pas forcément natifs. Ici, qui arrivent et qui migrent. Alors, si tu avais une petite phrase un peu, on va arrêter notre émission dans quelques minutes. Un petit mot pour la fin, et notamment pour tous ces jeunes qui veulent arriver. Alors moi, je vais quand même un peu vous parler du Gaspard G. À nouveau, je vous le redis, il est youtubeur, allez voir sa chaîne YouTube, il a d'autres projets, mais je ne vais pas en parler, il vous les annoncera lui-même au fur et à mesure. Donc suivez-le, allez voir ces magnifiques films qu'il fait, il a un drone, il fait des choses magnifiques. C'est gentil. Donc voilà, si vous pouvez aller regarder, vous intéresser à lui, ce sera toujours ça de prix. Et donc c'est une petite phrase pour la fin, pour ceux qui vont arriver, pour des parents qui peuvent avoir éventuellement peur de faire venir leurs enfants ici, qui peuvent hésiter entre un système québécois et un système français, donc il vous l'a dit, lui le système français lui a convenu, il était très content. Une petite phrase de conclusion sur voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu peux leur dire à eux qui hésitent ou qui vont le faire là, qui sont sur le point de le faire. Bah, moi, le voyage, et ça je le dirai jamais assez, le voyage ça a été le tournant le plus important que j'ai pris dans ma vie. Ça a été de décider à 16 ans, oui, j'avais eu une expérience à l'étranger avant Montréal, à 16 ans de partir vers l'inconnu, vers ce que je ne savais pas, vers un continent, une langue, une culture que je ne connaissais pas. Ici à Montréal, c'est, je pense, encore plus simple d'immigrer à Montréal qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on parle français, parce qu'il y a 25% de la population de l'île de Montréal qui est française, parce qu'il y a cette culture aussi qui est là. Si vous vous emmerdez, si vous avez un peu la nostalgie, vous allez le mardi soir au Café Campus, vous écoutez tous les Claude François, tous les Indochines. Il y a des bars où ils diffusent des matchs du PSG pour les supporters. Enfin, non, vraiment, il y a une culture et une diaspora française qui est, je pense, l'une des plus importantes au monde avec, mettons, Londres.
mais qui a cette proximité avec la France, alors que géographiquement Montréal et la France, c'est un autre, ouais, c'est ça, c'est une autre disposition à travers le monde. Mais si je peux donner un seul conseil aux jeunes et même aux personnes qui ont encore le doute de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, moi, prendre le risque et de me dire je vais y aller sinon je vais avoir un regret de jamais l'avoir fait, c'était le meilleur choix de ma vie, le choix le plus important de ma vie, à savoir ça m'a changé dans ma mentalité, dans ma manière d'être, physiquement aussi parce que j'ai décidé de me mettre au sport, de faire des activités, ça a changé. Enfin, je vais y mettre alors. Non mais ça a changé plein de trucs dans ma vie en général. Je suis plus la même personne je pense que quand j'avais pas bougé. Après c'est vrai que j'étais assez jeune, hein, quand même, j'étais dans l'âge où on se construit, tout ça. C'est sûr. Donc ça, c'est plus pour les jeunes. Et après, par rapport à mes parents, je me rends compte que même ma maman et mes parents qui étaient dans la quarantaine quand ils ont immigré ici au Québec, et finalement, même à 40 ans, après 40 ans passés en France et sans avoir jamais vécu une vie d'expatrié, et finalement, eux aussi, ils ont changé ça, c'est sûr, à leur manière, dans la manière dont ils pensent, dans la manière... Et ça, je pense que je suis fier de ma famille et je suis fier déjà d'avoir osé, mais en plus de ça, je suis fier de ce qu'on est devenu de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, très belle parole de la fin. Voilà. Merci énormément, Gaspard. Merci à toi, Carmen. À bientôt, en tous les cas, mardi prochain dans les mardi d'immigration, et puis une prochaine fois dans les Success Stories. Au revoir.